Faut-il investir aux côtés de l'État sur Orange? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne et on commence tout de suite avec la mise à jour de l'analyse quantitative du groupe Orange suite à la publication des résultats du premier trimestre. On commence avec le cours de l'action. On a un cours de l'action qui commence à sortir d'une sorte de range qui est en place depuis de nombreuses années. Si on dézoome un petit peu, il y avait un range qui était entre 10 € en gros et 10 € et 5 € depuis quelques années. Là, on commence à en sortir. Est-ce que c'est le moment de se positionner sur Orange? Je ne le ferai jamais pour ma part vu qu'il y a l'État au capital, mais peut-être que ça ne vous dérange pas de votre côté. Donc on va regarder ça. On est sur... donc on n'a pas la publication du premier trimestre 2025 qui est encore disponible sur l'outil. Ici, ce qu'on voit, c'est le chiffre d'affaires semestriel divisé par 2, donc ça c'est pas bon. Ce qu'on peut regarder, c'est directement le communiqué de l'entreprise qui nous dit qu'on a un chiffre d'affaires de 9 900 millions et une variation de 0,6%. Je zoome un peu, ils n'ont pas donné des choses très lisibles. Donc là, quand vous voyez des trucs comme ça, là, EBITDA AL, moins CAPEX, machin truc, c'est incompréhensible, ça c'est pas des métriques exploitables. Donc concentrons-nous sur le chiffre d'affaires, et puis on va retourner sur la plateforme. Donc on nous a dit, 9 900 millions, donc on est sur une croissance de 0,6. En fait, il n'y a pas de croissance sur Orange, il n'y a pas de mystère, c'est très mature. On est sur un oligopole, il y a peut-être même un acteur en trop sur le marché qui est sans croissance. Donc la croissance d'Orange, elle peut venir que de l'étranger, parce que en France, ça bouge plus. Bon, donc il y a eu un peu d'acquisition également, 7 milliards, c'est quand même une bonne partie de la market cap, entre un quart et un cinquième de la market cap, donc on fait de la croissance externe également sur Orange. Regardons les taux de marge. C'est stable sur 10 ans. On est sur un taux de marge brut, alors même en augmentation, on va dire, sur 10 ans, on est au-dessus de la médiane à près de 40%, mais c'est rien d'incroyable par rapport à l'historique. On n'a pas beaucoup de capacité à monter les prix, puisque c'est un marché en fait où il y a finalement peut-être trop de concurrence en France. Le taux de marge d'EBITDA, lui, il est en augmentation quand même assez structurelle. Donc ça c'est bien, on arrive à dégager de l'efficience opérationnelle sur Orange. Un taux de marge d'EBITDA à 32%, c'est pas négligeable. Un taux de marge nette qui est plutôt faible, mais ça c'est inhérent au secteur d'activité. On a besoin de beaucoup de dettes pour alimenter, faire les dépenses en capital. Si vous regardez la marge de free cash flow, elle est plus élevée, 8-7%, donc, et ça augmente assez structurellement. Donc Orange c'est plutôt une machine à cash. Donc ce qu'on voit sur les marges, c'est que c'est une activité PPR qui est convenablement gérée. On regarde maintenant la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On a beaucoup plus de free cash flow que de bénéfices nets. On est un peu aidé par la variation du BFR, mais la trajectoire qu'on voit ici est pas engageante. On a sur les dernières années, ça évolue défavorablement. Le BFR, il commence à augmenter, et ça, ça va impacter les free cash flow si ça continue. Ensuite, dépréciation et amortissement vs dépenses en capital. C'est un business qui est très intensif en capital, donc on continue à investir pour les technologies suivantes, 5G, 6G, etc. 83 milliards supplémentaires par rapport à dépréciation et amortissement. Donc ça, évidemment, ça va impacter les free cash flow. Mais on a du other non-cash item pour 24 milliards. Vous n'avez pas toute la différence ici, si vous faites les calculs. Donc, rendez-vous dans les tableaux de flux de trésorerie pour savoir où se trouve la différence entre les free cash flow et les bénéfices nets. Pour valoriser l'entreprise, s'il n'y avait pas de dette, mais c'est le cas, il y a de la dette, j'aurais utilisé plutôt les free cash flow. Continuons avec la rentabilité opérationnelle. On a un rendement des capitaux investis à 6,2%. C'est normal, c'est pas très élevé, c'est une industrie très lourde en capital. Donc, on n'a pas forcément des rentabilités très élevées. On est légèrement au-dessus de cette médiane, 10 ans, donc c'est bien, on arrive à dégager du cash. De toute façon, il n'y a pas de croissance, donc le cash, on va le rendre aux actionnaires, on va pas faire grand-chose d'autre, puisque on n'a pas forcément besoin de surinvestir non plus pour développer la croissance, développer l'activité, puisqu'il n'y a pas de croissance. On continue avec l'endettement. Bon, on voit une tendance au désendettement quand même, c'est pas mal. On est endetté à moins de 3 fois l'EBITDA. Pour une télécom, c'est pas mal, parce que on est sur un secteur d'activité qui a beaucoup de visibilité sur les cash flows, et donc on peut s'endetter à des taux d'intérêt plus faibles que d'autres industries. Et donc sur les télécoms, on peut s'autoriser 5 fois la dette nette sur l'EBITDA sans problème, et là on est vraiment qu'à 3 fois, moins de 3 fois même. Donc c'est pas trop endetté Orange, et ça se désendette en plus. Donc je trouve ça pas si mal. C'est quand même 8-9 fois les free cash flow. Bon, ça c'est
Si on devait prioriser le remboursement de la dette, on pourrait faire monter les free cash flow, arrêter les dépenses en capital et rembourser la dette, mais je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas péril dans la demeure, on est plutôt solide sur le bilan. On continue. Rémunération de l'actionnaire, c'est potentiellement l'attrait du dossier. 6,4% de rendement total de l'actionnaire, donc c'est copieux quand même comme niveau de rendement de l'actionnaire. Normal, l'État veut sa part, et l'État il est gourmand, donc il veut des gros dividendes. On a 2 milliards de dividendes contre 3,5 milliards de free cash flow, donc on verse quand même 2 tiers des free cash flow en dividendes. C'est un niveau qui est élevé, et ce qui explique aussi pourquoi le dividende n'augmente plus. Bon, on a un niveau qui est relativement élevé à l'heure actuelle, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ça bouge beaucoup, et si on a un contre-coup sur les free cash flow, ce dividende il va peut-être baisser. Un peu de dilution sur les actions, mais rien de très intéressant à signaler, ça bouge un tout petit peu, mais bon. Donc le rendement de l'actionnaire vient complètement du dividende, qui est quand même intéressant. Et peut-être pas forcément soutenable à long terme. On continue avec la valorisation du groupe en valeur d'entreprise sur EBITDA. Ça se paye pas cher, Orange, on est à moins de 5 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, donc ça c'est complètement décoté, c'est sûr. Si on zoome maintenant sur 5 ans, en plus on était à 4,4, donc en fait on a l'impact des taux d'intérêt sur la société, vu que sur la période 2022, 2023, 2024 on a eu une forte hausse des taux d'intérêt, ça a forcément impacté les multiples de cette société qui est très endettée, qui est endettée, comme toutes les télécoms, donc bon. À l'heure actuelle, maintenant, on est vraiment sur un niveau en absolu qui est faible, donc je pense qu'il y a quand même une marge de sécurité sur Orange. Conclusion du dossier, moi je toucherai pas ça avec un bâton parce que je n'investis pas aux côtés de l'État. Si c'est pas un argument, si c'est pas un élément qui vous fait douter sur une action, je pense que ça peut être intéressant sur Orange. On a une marge de sécurité. Maintenant, le rendement est intéressant, mais il va pas forcément augmenter beaucoup plus par la suite. Donc c'est plutôt pour un profil rentier qui est déjà en phase de rente à l'heure actuelle. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.